Je suis Johan de Marketing 301, le podcast qui aborde des sujets marketing souvent jugés complexes alors qu'en réalité, il suffit de comprendre certains mécanismes pour décupler les ventes de votre business en ligne. Après avoir créé une agence digitale en 2010 puis avoir racheté une société e-commerce en 2013, toutes deux toujours en activité, j'ai fait le choix de vous transmettre mes meilleures compétences à travers Marketing 301. Bonne écoute. Bonjour, alors Google Eat, c'est quoi ? Google Eat pour EAT, c'est un concept qui a été mis en avant pour la première fois par Google en 2015 lorsqu'ils ont divulgué pour la première fois justement leurs guidelines qui consistent à former leurs évaluateurs à évaluer la qualité des pages sur Internet. Donc avant de commencer dans le détail de EAT, de ce que c'est l'EAT, on en a déjà parlé, on a déjà abordé ce concept dans un épisode précédent au sujet des guidelines. Et donc, dans la vie quotidienne, il y a une analogie qu'on peut faire. Pour vivre, il faut manger. Donc le concept de EAT, on peut se demander si Google n'a pas voulu mettre là un jeu de mots en place, à savoir Google Eat, à savoir il va falloir donner à manger à Google, il va falloir lui apporter du contenu, de la consistance pour qu'il puisse juger de la qualité d'une page. Il y a un autre concept qui est mis en avant et qui est important, qui est un petit peu lié à ce concept de l'EAT par Google, c'est le concept des pages YMYL pour Your Money, Your Life. Ce sont des pages ou des types de pages de contenu qui peuvent avoir un impact plus ou moins positif sur la vie des utilisateurs qui vont lire et accéder à ce contenu. Donc pour en revenir au concept de l'EAT, c'est un concept, comme on l'a vu, qui est très important, qui est vital pour la qualité d'une page. Et ça signifie E pour expertise, A pour autorité et T pour trust, donc la confiance, la fiabilité du contenu. Donc les évaluateurs vont devoir répondre à une question toute simple quand ils vont juger de la qualité d'une page sur laquelle ils naviguent, c'est est-ce que cette page répond aux trois critères que sont l'expertise, l'autorité et la confiance. Il faut savoir que l'EAT peut être attribué à une page, mais aussi à tout un site, c'est-à-dire que c'est un concept qui ne concerne pas uniquement une page en particulier, mais ça peut concerner tout un site en général. D'autant plus si la page est considérée comme Your Money, Your Life, c'est un concept d'autant plus important que la qualité du contenu sera importante si elle a potentiellement un impact sur la vie des utilisateurs. Donc pour ce qui est des pages Your Money, Your Life, ça va être par exemple des pages qui parlent de médecine, qui donnent des conseils de santé. Google ne peut pas se permettre de mettre en avant un site qui dirait n'importe quoi sur des conseils de santé. Des pages sur du conseil financier par exemple, encore une fois, Google ne peut pas se permettre de mettre en avant, de favoriser un site qui dirait des anormités en ce qui concerne la gestion, la gestion d'un portefeuille boursier par exemple. Donc voilà, il porte une attention très particulière à la qualité de la page en jugeant l'EAT, d'autant plus si les pages sont du type YMYL. Donc on l'a vu, EAT c'est pour Expert, Authority et Trust. Donc en ce qui concerne l'expertise, il va falloir montrer en quoi une page en quoi un site ou une page va être, comment l'évaluateur va juger de l'expertise de ce contenu. Et bien tout simplement, il va falloir montrer, si vous êtes à l'origine du contenu, que vous avez les qualifications appropriées, un diplôme, une expérience professionnelle ou autre, pour juger, pour certifier de l'expertise, que vous avez la qualification nécessaire et que vous êtes donc légitime pour divulguer le contenu que vous divulguez. Et si vous avez des qualifications appropriées, vous êtes invité bien évidemment à les mentionner sur votre site, à mettre en avant vos références pour que l'évaluateur, quand il passe sur votre site, puisse voir qu'effectivement vous avez vous maîtrisez votre domaine d'expertise. Ensuite, toujours pour ce qui est de la preuve d'expertise, l'évaluateur, donc Google, va regarder si votre contenu est véridique, utile, et savoir qui est l'expert qui a rédigé ce contenu. Donc on en revient un petit peu aux qualifications. Si vous avez des diplômes, mettez-les en avant. Votre contenu, bien évidemment, il doit être véridique. On vient de voir pourquoi, notamment pour les pages Your Money, Your Life. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi sous peine d'influencer un utilisateur dans la mauvaise direction et d'avoir un impact négatif sur sa vie. Donc voilà comment va juger un évaluateur l'expertise de votre contenu. Ensuite, en ce qui concerne l'autorité, l'évaluateur va chercher à voir si vous avez la reconnaissance de tiers, si vous êtes cité sur d'autres sites, si vous avez une reconnaissance sur le web du contenu que vous êtes en train de parler.
Si vous avez des recommandations par des tiers experts, est-ce que vous êtes cité, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu un prix Pulitzer? Est-ce que vous avez gagné le concours Lépine dans le cadre d'une invention? Par exemple, si vous êtes en train de vendre un produit qui a été médaillé au concours Lépine, vous avez tout intérêt à mettre en avant ce prix sur votre site pour montrer que vous êtes vraiment, vous avez une autorité, vous faites autorité dans votre domaine qui est le produit que vous vendez, et donc vous avez une reconnaissance nationale, voire européenne, voire internationale, et donc ça sera un gage de qualité et de fiabilité pour Google, pour les évaluateurs, qui seront alors susceptibles de vous mettre une note meilleure. Ensuite, en ce qui concerne la confiance qu'on peut accorder à votre contenu, que Google peut accorder à votre contenu et donc à vous placer correctement dans ses résultats de recherche, c'est le fait de répondre à la question: qu'est-ce qui fait qu'un site fait autorité sur le sujet? Qu'est-ce qui fait que votre site doit être jugé comme de confiance? Est-ce qu'il y a des preuves? On en revient un petit peu, c'est un petit peu similaire avec ce qu'on vient de voir sur l'autorité, mais est-ce que vous avez été cité? Est-ce que votre produit, vos services sont cités quelque part comme étant fiables? Est-ce qu'ils sont recommandés par des sites eux-mêmes d'autorité et fiables, de confiance? Donc ça, voilà, c'est ce qu'il va falloir. Il va falloir répondre à ce type de questions. En tout cas, l'évaluateur Google, quand il va passer sur votre site, va devoir répondre positivement à cette question. C'est voilà pourquoi ce site est de confiance, parce qu'il a reçu un prix au concours Lépine. Il est mentionné sur le site officiel du concours Lépine. Bon, ce sont des exemples, hein, il n'y a pas que ça peut être n'importe quoi. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent sur Internet et qui donnent des avis favorables sur ce produit. Voilà, donc c'est un site de confiance. Toutes ces preuves, pas forcément sociales, mais toutes ces preuves de confiance qu'on peut retrouver un petit peu sur Internet, l'évaluateur, lui, va s'en servir pour noter, pour donner une note. On l'a vu hein, dans l'étude des guidelines, dans les 2 épisodes qui ont été consacrés aux guidelines de Google. On a vu que les évaluateurs avaient une petite jauge et mettaient une note de très très basse à très très bonne aux qualités qui sont censées parcourir. Ensuite, comment on va contrôler l'expertise? Comment l'évaluateur va contrôler, c'est-à-dire qu'il va se mettre dans la peau de l'utilisateur, qui est lambda, et les infos de cette page, il va chercher à savoir si les infos qui sont délivrées sont vraies, si elles sont complètes, si elles ne sont pas erronées, s'il n'y a pas de grosses bêtises d'indiquer, auquel cas là, c'est pas la pénalité, mais c'est la mauvaise note assurée. Et à quelle question je vais avoir répondu. Donc vous, en tant que e-commerçant, vous devez savoir si vous avez répondu à des questions que votre utilisateur cible est censé se poser quand il arrive sur votre page. C'est-à-dire que pour arriver sur votre page, l'utilisateur il va saisir une recherche, il va saisir une requête dans Google, peut-être une question, peut-être une recherche d'information. Et bien vous, si vous cherchez à capter un trafic en répondant à une question, savoir si vous avez correctement répondu à cette question. Ça sous-entend de vous forcer, quand vous rédigez un contenu, à répondre à 2-3 questions avant de créer le contenu. Avant même de créer le contenu, il faut que vous sachiez à quoi vous allez apporter une réponse. Ensuite, toujours pour l'expertise, on vient de le voir, est-ce que, donc ça c'est, vous mettez-vous dans cette condition-là et posez-vous la question de savoir si vous avez amené sur votre site des preuves d'expertise. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un expert sur votre site? Quand on vient sur votre site, quand vous-même vous naviguez sur votre site, qu'est-ce qui montre que vous êtes vous-même un expert? Il faut savoir que les personnes qui arrivent sur votre site ne vous connaissent probablement pas du tout. Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'elles vont vous considérer comme un expert par rapport à votre voisin, par exemple dans les résultats des moteurs de recherche, le résultat juste au-dessus ou juste en dessous? Ensuite, pour l'autorité, la question qu'il faut vous poser en tant que créateur du contenu, c'est: mon contenu ou mon site est-il cité? Est-ce qu'on en parle sur les forums? Est-ce qu'on en parle dans des chats? Est-ce qu'on en parle sur des sites d'avis clients? Voilà. Est-ce que mon contenu est cité? Si ce n'est pas le cas, il va falloir faire en sorte qu'on parle de vous, de préférence en positif, hein, évidemment. Mais voilà, il va falloir faire en sorte qu'on parle de vous. Ensuite, les informations d'identification de l'auteur sont-elles présentes sur mon site? Est-ce qu'on peut vous identifier, vous ou votre collègue, ou la personne qui est à l'origine du contenu, l'expert qui est à l'origine du contenu, est-ce qu'on peut l'identifier clairement? Est-ce qu'on peut mettre un prénom, un nom sur le rédacteur du sujet? Est-ce que je peux identifier l'auteur? Alors bien évidemment, et ça Google le met en avant dans ses guidelines, en fonction de la thématique du site, la nécessité de mettre en avant, d'identifier l'auteur, aura pas forcément le même impact
Si votre site traite de la santé, donc là on est sur une page clairement qui peut avoir un impact sur la vie de l'utilisateur, ou si c'est un blog humoristique qui met des photos de chats qui sautent du balcon. Là effectivement, quelqu'un qui poste une série de vidéos sur des vidéos humoristiques, Google n'a pas besoin de connaître l'identité de la personne qui a posté les vidéos pour que le site fasse autorité dans son domaine. À savoir, voilà, l'impact est tellement faible en termes de qualité, l'impact sur la vie des utilisateurs est tellement faible que là, dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas besoin d'aller loin dans l'identification des auteurs. Mais moi, je me pars vraiment du principe, quand je vous explique ça, je pars vraiment du principe que vous êtes un e-commerçant. Donc, on est sur une thématique YMYL, c'est-à-dire que vous vendez quelque chose, un bien ou un service à votre audience. Donc là, il va falloir pouvoir identifier l'auteur. Ensuite, est-ce que j'ai des avis clients externes? Est-ce qu'on parle donc toujours un petit peu dans le fait de parler de vous sur des supports tiers? Est-ce que vous avez des avis clients sur des supports externes à votre propre site? Puisque comme on le sait, Google n'est pas naïf, hein. Il sait très bien que malheureusement, il y a des personnes, peut-être pas malhonnêtes, mais pas forcément super honnêtes non plus, qui vont mettre de faux avis clients sur leur propre site. Donc l'idée, c'est qu'il va plutôt tenir compte des avis qui sont créés sur des sites externes. Alors vous avez plein de services comme ça, hein. Il y a Avis Vérifié, il y a, j'ai celui-là qui me vient en tête parce que c'est celui qu'on voit le plus souvent sur Internet, mais des sites qui vont récolter des avis pour vous auprès de vos clients pour les mettre en avant, non seulement sur votre site, mais aussi sur leur site. Eh bien, c'est là toute l'importance de ce genre de plateforme, puisque Google va chercher à qualifier votre autorité tout simplement en allant regarder s'il y a des avis qui parlent de votre site sur des sites externes. Donc je vous ai cité Avis Vérifié, mais attention, j'ai aucune préférence, il y en a plusieurs. Il y a la Société des Avis Garantis aussi, je crois, qu'une société française. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Il y en a d'autres, je mettrai les liens dans la description, dans les notes de l'épisode, sur le site marketing300.net. Mais voilà, il va falloir faire votre maximum pour qu'il y ait des avis clients externes à votre site. Et enfin, pour la confiance, pour la confiance de votre site, il va falloir citer vos sources. Si vous avancez quelque chose et que ces choses ne sont pas de votre expertise, il va falloir citer. Mettez un backlink, mettez un lien vers la source que vous citez et que vous développez par exemple. Ensuite, est-ce que votre site a une bonne expérience utilisateur? Est-ce que la navigation est simplifiée? Est-ce qu'on peut facilement accéder au contenu qu'on cherche? Est-ce que l'expérience tout simplement des utilisateurs va être bonne? Et donc de l'évaluateur quand il va venir sur votre site, s'il navigue facilement, qu'il trouve rapidement ce qu'il cherche, ça correspond, c'est sous-entendu à une bonne expérience utilisateur, ça ce sera pris en compte pour juger de la confiance qu'on peut accorder à votre site. Ensuite, est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce que vous avez un formulaire de contact ou n'importe quel autre moyen d'entrer en contact avec vous pour soit vous demander conseil avant d'acheter quelque chose ou vous remonter un problème suite à l'achat sur votre site, à la réception de votre produit, de votre service? Voilà, est-ce qu'on peut vous contacter? Ça, c'est très important pour Google, d'autant plus quand il s'agit de e-commerce. S'il n'y a pas de SAV, clairement, vous allez dans le mur. Ensuite, est-ce que votre contenu, donc bon, on l'a déjà dit, on ne va pas revenir dessus, mais est-ce que le contenu est de qualité, etc., etc. Et la question que vous pouvez vous poser, ça c'est une question qui fait sens et qui va vous aider à apporter les éléments de réponse aux questions qu'on vient de voir ensemble. Si il n'y avait pas de moteur de recherche, est-ce que vous auriez créé le contenu présent? C'est-à-dire, si vous avez créé du contenu, c'est peut-être parce que vous cherchez à travailler votre référencement et donc on vous a dit qu'il fallait créer du contenu et donc vous avez créé du contenu. Pour vous rendre compte si votre contenu est réellement utile, partez du principe qu'il n'y a pas de concept de référencement, de SEO, d'optimisation, de moteur de recherche, de requête ou je ne sais quoi. Posez-vous la question, si les moteurs de recherche n'existaient pas et qu'on ne pouvait pas vous trouver par le biais, donc qu'on ne pouvait pas trouver votre contenu par le biais d'un moteur de recherche, auriez-vous créé ce présent contenu? Oui ou non? Si la réponse est oui, ça veut dire tout simplement que vous avez vraiment, votre contenu est légitime et vous cherchez vraiment à répondre à un problème, à une problématique de vos utilisateurs. Si la réponse est non, il va falloir travailler sur votre logique de création de contenu, puisque ça veut dire que vous avez créé le contenu principalement pour répondre au moteur de recherche. Or, ce que Google veut, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que ce que Google veut, c'est que vous ne cherchez pas à lui répondre à lui, mais à répondre à un besoin d'utilisateur. Donc c'est pour ça que la question, si aucun moteur de recherche n'existait, aurais-je créé ce contenu, prend tout son sens, puisqu'elle vous permet de prendre un petit peu de recul et de répondre en toute objectivité à la question de savoir si votre contenu a vraiment une réelle utilité
pour vos utilisateurs? Est-ce qu'il répond à un problème, à un besoin, à une interrogation? Et donc, bien évidemment, plus la réponse à cette question sera oui, le contenu est vraiment utile et quoi qu'il arrive, j'aurais créé ce contenu même s'il n'y avait pas Google, ça veut dire probablement que vous êtes dans une bonne démarche de création de contenu de qualité et donc votre EAT devrait répondre favorablement, l'évaluateur devrait juger favorablement votre site en ce qui concerne le concept de l'EAT. Donc voilà, j'en termine avec cet épisode. On est revenu sur le concept de l'EAT, donc pour expertise, autorité, trust, la confiance. Et donc vous savez maintenant que quand vous allez rédiger un contenu, vous mettez un petit post-it sur votre écran, en bas de votre écran d'ordi ou sur votre bureau, et vous écrivez EAT, expert, autorité, confiance. Et est-ce que je suis un expert? Est-ce qu'on va me considérer comme un expert? Si oui, pourquoi? Il faut qu'on trouve pourquoi rapidement. Autorité, est-ce que je suis quelqu'un, mon site, mon contenu, est-ce qu'il fait autorité? Est-ce que j'ai une reconnaissance sur des supports externes? Est-ce que mon contenu est cité sur des forums? Est-ce qu'on parle de moi, de mon produit, de mes services sur les forums? Donc il va falloir agir en ce sens. Et T pour trust, donc confiance. Qu'est-ce qui fait que mon site fait autorité justement sur mon sujet? S'il n'y avait pas de moteur de recherche, est-ce que j'aurais créé ce contenu pour mes utilisateurs? Est-ce que les utilisateurs qui viennent sur mon site ont une navigation agréable? Est-ce qu'on peut me contacter? Et si j'utilise des sources, est-ce que j'ai des informations que j'ai trouvées ailleurs, est-ce que je cite les sources, ce qui permet aussi à Google d'aller vérifier ce que vous dites. Et donc c'est un petit peu comme je disais, le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on revient un petit peu, les trois concepts sont tout à fait en symbiose les uns avec les autres, puisque la confiance en prouvant la confiance, vous allez d'une certaine partie prouver votre autorité, et en prouvant votre autorité, vous mettez en avant votre expertise, et inversement. Donc voilà, c'est très important, gardez vraiment ce concept de l'EAT dans un coin de votre tête ou sur un coin de votre bureau lorsque vous rédigez ou vous créez votre contenu. Moi, jusqu'ici, je vous souhaite une bonne fin de journée si vous écoutez ce podcast soit dans la matinée, l'après-midi ou le soir. Une bonne soirée si vous écoutez ce podcast le soir. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux ou à votre entourage afin qu'il puisse également bénéficier à d'autres personnes. N'hésitez pas également à poser vos questions directement sur marketing301.net/12 et à laisser une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix. La semaine prochaine, je partagerai avec vous mon échange avec un entrepreneur du web qui vient de lancer une place de marché, une marketplace, dans un domaine qui pourrait révolutionner l'un des secteurs de la fonction publique. Je vous laisse donc patienter quelques jours et vous donne rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 301.